Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour cette toute première du 9-10, la nouvelle émission de Lucarne Opposée qu'on va vous présenter tous les lundis, 21h quand on n'aura pas de problème de technique. On va commencer dans l'ordre, on va accueillir celui qui va être notre invité. Ensuite, Nico, je vais te passer la parole pour que tu présentes un petit peu le concept. On va juste saluer Monsieur Jordan Bozonnet, un monsieur que l'on connaît bien, alias Keininho pour les intimes. Salut Jordan. Bonsoir à tous, salut Nico. La deuxième personne qui va m'accompagner, c'est celui qui va co-animer l'émission avec moi et je vais lui céder la parole tout de suite pour qu'il nous présente un petit peu le principe de l'émission et qui nous en donne le sommaire d'aujourd'hui. C'est monsieur Nico Delaroa, monsieur Cancha Argentina. Salut Nico. Et bonsoir à tous, ça me fait vraiment plaisir de démarrer cette nouvelle émission de Lucarne Opposée avec toi et avec Jordan. Donc on va y aller tranquillement avec le sommaire du jour. Donc le principe de l'émission sera le même chaque semaine. Et donc on aura quelques points à détailler chaque lundi. Donc d'abord un petit focus sur l'actualité shot du week-end dernier ou de la semaine passée. En faisant un petit détail, en essayant de faire le tour de notre planète à nous, notre planète Hello, continent par continent. Ensuite, on aura un dossier qui sera un petit peu le cœur de notre émission le lundi, donc avec Jordan ce soir par exemple. Et ensuite, on aura le joueur et le match de la semaine, une actu autour d'un maillot un peu historique à découvrir ou à redécouvrir. Évidemment, on a prévu un petit top but sauce Hello, le Golasso Hello, histoire de se faire plaisir. Et on finira donc par les rendez-vous à ne pas manquer dans les jours à venir, dans la semaine ou le week-end qui arrive. Voilà, vous avez vu, vous verrez, on vous expliquera pour le Golasso Hello, etc., etc. Ce que je te propose, Nico, c'est qu'on démarre. Je vais te laisser la transition puisque on va démarrer avec les news de la semaine. Exactement. Donc les news cette semaine, évidemment, on va commencer par le continent africain qui vient d'avoir sa CAN vient juste de se terminer. On sait désormais qui a gagné. Donc Sadio Mané a réussi à écarter de sa route son ami et rival d'un soir, Mohamed Salah. Et donc il est temps de revenir un petit peu sur cette compète, sur cette finale qui a failli être très dramatique pour Mané avant d'être heureuse. Au final, Nico, toi qui as bien suivi la compète, moi franchement pas trop. Qu'est-ce que tu as retenu de cette finale et de cette édition de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022? Ah bah écoute, j'ai retenu que l'Égypte a failli faire du Kairos, a failli faire ce que j'ai appelé le Kairosismo, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à endormir quasiment tout le monde pendant la compète, même ceux qui regardaient, et à faire surtout déjouer les adversaires. C'était ça le plus fort de cette équipe-là, qui n'a pas proposé grand-chose, hein, mais voilà, ils ont piégé le Maroc de cette façon, ils ont piégé le Cameroun, ils ont bien failli piéger le Sénégal, parce que voilà, Gabaski dans les buts nous a sorti une fin de compète totalement folle, en même temps qu'il a sorti le penalty de Mané. Au passage, on a vu ce que ça donnait quand on travaillait les pénaltys du côté des Égyptiens. Il est parti du bon côté à chaque fois sur la séance de tir au but. Voilà, ce qu'on en retient, c'est qu'on est quand même assez content de voir le Sénégal gagner, parce que bon... Au niveau du jeu, c'était bien plus intéressant que ce qu'a produit l'Égypte. Je suis assez d'accord sur la notion du regret de ne pas avoir vu le Cameroun en finale pour faire face au Sénégal. Je pense que ça aurait été bien plus spectaculaire comme finale. Mais voilà, on en retient ça, on est déçus. J'ai fait le bilan aujourd'hui sur Hello. Il y a quelques déceptions. On peut parler de l'Algérie qui m'a semblé plus épuisé mentalement que physiquement dans cette histoire. L'impression qu'ils savaient. Voilà. Je sais pas si la Coupe arabe a fait du bien, même si c'était pas totalement les mêmes joueurs, mais voilà. Et puis on a eu des jolies surprises fidèles à la CAN. Moi j'ai adoré la Gambie, j'ai aimé ce qu'ils ont fait. D'autres formations comme ça, je vous invite à lire le bilan. Je sais pas si toi, Jordan, tu l'as suivi un peu la CAN ou un petit peu de loin ou t'as vu quelques matchs? J'ai commencé à regarder la CAN, les matchs de poule, les premiers matchs de poule, et en fait j'ai vite abandonné. C'était quand même assez compliqué à suivre. Et j'ai même pas pu regarder la finale parce que ce week-end j'étais pas chez moi, du coup j'ai même pas pu regarder ni le match pour la troisième place ni la finale malheureusement. Mais j'ai regardé les quelques premiers matchs quand même de poule, voir un peu au niveau de l'ambiance que ça donnait, même au niveau du jeu. Mais franchement au niveau du jeu, on en parlait avec mes collègues, avec mes amis,
c'était très compliqué de prendre du plaisir à regarder les matchs de la CAN. Ouais, il y a eu quelques matchs très rudes. Je le reconnais. Après, Ouais, sur les c'était matchs dur. de poule, je sais pas si tu avais vu le Nigeria, c'était sympa au départ, mais ça s'est vite essoufflé. Le Maroc, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai bien aimé le Maroc sur cette CAN. J'aurais bien aimé les voir aller plus loin aussi. Mais après, tu sais, c'est toujours pareil, hein. On a eu le Sénégal, comme je disais, en mode France 2006, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu en phase de poule du Sénégal. C'était pour dire les choses, c'était chiant à mourir. Par contre, c'est monté en puissance, c'était sérieux. Et puis tu vois que des équipes qui sont là pour les poules disparaissent après. La Côte d'Ivoire avait été énorme face à l'Algérie. Je sais pas si tu avais vu ce match. Le Côte d'Ivoire-Algérie, c'était sympa, mais bon, voilà. Donc bon, on en retient. Ouais, je suis assez d'accord sur le bilan général, sur le côté un peu déçu dans l'ensemble. Après, c'est les fameuses grandes compètes plantées en plein milieu des saisons avec des mecs qui ont quasiment jamais arrêté. La plupart sont rincés. On a vu, hein, l'Algérie était rincée. Donc bon, voilà, c'était un petit peu décevant sur ça. Mais pour les ambiances, t'aurais dû voir la fin. À la fin, c'était pas mal. Au niveau des ambiances, c'était mieux. Les stades étaient un peu plus Ouais. remplis. Il y avait toujours ce problème des jauges, hein, et puis du pass vaccinal, alors que je crois c'est 5% de la population qui est vaccinée. C'est compliqué. Mais bon, voilà, on en retient qu'on a quand même un beau champion. Et puis on attend le Égypte-Sénégal aller-retour pour les éliminatoires de Coupe du Monde au mois de mars. Ouais, ça risque d'être bien tendu et le petit Salah qui a pas pu vraiment s'exprimer pleinement dans cette finale. Non, bah ça va c'est peut-être, Kéros, hein. Ouais, c'est complètement. Ouais. C'est un ennui profond, mais peut-être que Salah va réussir à briller malgré tout. Je vous propose d'enchaîner on a pris pas mal de retard, donc On va y aller, on va y essayer aller. de rattraper gentiment tout ça. Et j'en profite aussi pour accueillir une personne qu'on n'a pas présentée, Monsieur Antoine de la rédaction Allo, Bonjour à qui est, tous. qui est le préposé à l'Australie. Et justement, Le grand pays d'Asie. donc on... Ah bah, évidemment, L'Asie du célèbre. sud-est. Et donc justement, on profite de ta présence pour essayer d'avoir un petit aperçu de cette course à la qualif en Coupe du Monde pour la zone Asie. On en est où? Ça donne quoi? Bah, il y a deux. Donc, du coup, pour refaire le point, il y a deux grands groupes en Asie. Donc, on joue actuellement le troisième tour. On a le groupe A, on a les deux grosses flèches, donc qui sont l'Iran et la Corée du Sud. Donc, elles sont déjà qualifiées. Bon, elles ont quasiment. Comme mon ami Baptiste l'expliquait, c'était que le groupe était quand même assez faible, où la Corée du Sud et l'Iran ont vraiment tout pris. À part l'Iran qui a fait un match nul et la Corée du Sud qui a fait deux matchs nuls, ils ont tout gagné. L'Iran, bah, sur les deux matchs qu'ils ont joués, l'Iran, bah, ils se sont qualifiés facilement sur l'Irak. 1-0, ils ont fait pareil, 1-0 contre les Émirats Arabes Unis. Dans ce groupe-là, on a l'Iran qui est qualifié, qui est premier, on a la Corée du Sud qui est qualifiée, mais comme l'expliquait Baptiste sur les carnets opposés, la Corée du Sud, c'est quand même la 11e qualification en Coupe du Monde, c'est la 10e de suite. Donc c'est pas rien, et c'est surtout que c'est une nation qui est collée au Brésil, à l'Argentine, à l'Espagne ou à l'Allemagne en termes de qualification voilà, de suite. Donc ils sont à leur place, ils sont malins, et puis ça se voit parce qu'ils ont gagné contre la Syrie 2-0. Enfin, les deux matchs de la Corée du Sud étaient vraiment pas exceptionnels, mais bon, ouais, ils les gagnent. À l'inverse du groupe B où c'est un peu différent parce que on va dire que là, il y a trois grosses têtes. Donc, on n'a toujours pas de qualifiés. On a l'Arabie Saoudite, Japon et Australie qui vont se partager les trois premières places. Alors, du coup, je vais prendre la main sur l'Australie puisque c'est la terre que je suis davantage. Puis c'est le grand pays d'Asie, hein, Baptiste. Oui, puis c'est le On grand peut dire Baptiste. Asie. Il a dit qu'il signalait la chaîne, mais bon, voilà. Non. Ah, Non, après, oups. tu l'as dit, je te coupe 2 secondes, Antoine, mais c'est quand même, je montre les classements hein, à l'image, mais voilà, c'est le groupe le plus intéressant en termes de suspense. Celui-ci, oui, complètement. Même sportivement parlant, par exemple, on a le Vietnam, la Chine et Oman. Mais bon, Oman, on se rappelle que la première journée, on a tapé le Japon. Et là, contre l'Australie, ils avaient deux matchs à jouer qui étaient contre le Vietnam et Oman. Donc c'était mission 6 sur 6 pour essayer de ne pas aller en barrage. Malheureusement, à la maison, ils font 4-0 contre le Vietnam. Donc il n'y avait pas grand-chose à dire. Après, si on regarde que le score, on se dit c'était facile. Mais bon, il restait des petites choses à dire sur l'Australie, parce qu'il y a des moments où le Vietnam contrôlait la partie. Et contre Oman, on s'est dit, c'est bon, on va faire 6 sur 6. Il y a eu très rapidement un but de l'Australie.
Ensuite, qui a été refusé pour hors-jeu légitime. Ensuite, dès la 15e minute, il y avait eu un penalty qui a été marqué. Après, le souci qu'il y a eu, c'est que ils ont relâché, mais c'est un peu des scénarios qu'on retrouve il y a 4 ans. L'Australie était 3e, n'arrivait pas à gagner les derniers matchs. Et donc du coup, les autres clubs, les autres nations, pardon, ont fait le jeu, puisque le Japon a fait 2-0 contre la Chine et l'Arabie Saoudite a pris aussi les 3 points. Et le Japon a gagné contre l'Arabie Saoudite. Et ce qu'il va se passer, c'est que l'Australie, donc à la prochaine phase de qualification, va jouer le Japon à la maison et l'Arabie Saoudite. Donc clairement, ça peut tout basculer. Donc l'Australie, de toute façon, va devoir gagner ces 2 matchs, sinon ça va être des calculs d'apothicaire. Et pour le reste, à voir est-ce que quelqu'un va faire un choc dans les dernières minutes, mais l'Australie, voilà, c'est pas dingue sur les derniers matchs, surtout contre Oman où ça lâche clairement. Et il n'y a pas de sécurité où on se dit, enfin sportivement parlant, je pense que toute l'équipe de l'eau le dira, on a plus ou moins le classement dans l'ordre. On a Arabie, Japon, Australie, et normalement, ça ne peut pas bouger. Ouais, et on rappellera que si l'Australie termine 3e, elle jouera le barrage contre le 3e Oui, du ça, le groupe barrage. A, que l'on ne connaît pas encore forcément, même s'il y a un petit avantage pour les Émirats arabes, et que le vainqueur de ce barrage va se taper le Sud-Américain. Bon. Bon Voilà. cadeau. Bonne chance. Et sur Même terrain si, neutre, même si ça sera sur un seul match, Terrain neutre, ouais. voilà, ça sera sur un match au Qatar, si j'ai bonne mémoire. Donc Oui, bon, il y a c'est accident ça, oui. possible aussi pour le Sudam. Jordan, t'es prêt toi? Je parlais du Qatar. T'es prêt toi pour accueillir la Coupe du Monde? T'as toujours ton matériel? Bien sûr, hein, à la maison, hein, à la maison. Alors pour ceux qui ne savent pas, on était avec Jordan au Brésil lors de la Copa América 2019 et Jordan est devenu le supporter officiel du Qatar. Hein. Il avait le matériel et tout, l'écharpe et tout. Voilà quoi. L'écharpe qu'un supporter m'a donnée hein, sur la route du stade. Je lui ai dit, tu veux pas me filer ton écharpe? Il m'a dit, allez, je te la donne. Il me l'a mis autour du cou, ultra gentil. Et je l'ai toujours d'ailleurs chez moi, l'écharpe que je garderai tout le temps, la petite écharpe du Qatar. Donc voilà hein, pour l'Asie, Nico, si tu veux enchaîner. Voilà pour Ouais. l'Asie. Il y a donc, on le disait, je remonte le classement une dernière fois. L'Australie doit jouer le Japon et l'Arabie Saoudite. Bon courage. Ouais, 2 dernières journées bien chaudes là aussi et ça va être intéressant à suivre justement. On va voir, il y a forcément l'Australie va forcément laisser des plumes à un moment quand même. Et sinon niveau point chaud aussi, je pense que l'Amérique du Nord, la course à la qualif, c'est inhabituel je trouve, avec en ce moment une hiérarchie qui est pas mal bousculée avec les Canadiens qui se font plaisir. Et aussi, l'actu chaude dans ces éliminatoires, c'est un match quand même qui était grotesque, une parodie de football. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, Nico. Bah ouais, l'Amérique du Nord, on a eu, je vais vous montrer le classement. Hein, vous voyez que le Canada est devant le duo des 2 géants. États-Unis-Mexique. Il y a beaucoup à dire sur ces 2 géants États-Unis et Mexique parce qu'ils sont extrêmement décevants dans le jeu pour le Mexique et un peu des deux dans les États-Unis. On ne sait pas trop ce qu'ils essayent de faire, ce qu'essaye de faire Berhalter avec ces États-Unis-là. Et puis effectivement, tu disais Nico, il y a eu le scandale du match face au Honduras. Voilà, on a joué à moins 25 degrés. Avec 2 joueurs honduriens qui ont fini en hypothermie et qui sont sortis à la mi-temps. Enfin, c'est dramatique. Alors que bon, très franchement, voilà quoi. Je veux dire, le Honduras a pris que 3 points, 3 matchs nuls. C'était pas eux qui allaient être les plus dangereux pour les États-Unis. Voilà, on se souvient que le Canada avait utilisé un petit peu cette méthode-là, mais eux, ils avaient joué qu'à moins 15 face au Mexique pour battre le Mexique. Mais bon, voilà, c'est aussi un peu trop. Ouais, voilà, exactement, comme le dit Figo dans le chat, hein, avec la fameuse image qui a fait le tour, fait le tour de Twitter, hein, puisqu'on avait vu ce maillot qu'ils avaient mouillé. La télé mexicaine avait mouillé le maillot au début du match, et le maillot était juste solide. Je sais pas si vous avez vu le tweet passer. Voilà, les 2 commentateurs prennent le maillot et il tient parallèle au sol, ils peuvent taper dessus, il se passe rien.
Donc voilà, c'était un peu une parodie de foot. Après, pour être sérieux 2 secondes, les 3 de devant devraient passer normalement. Par contre, la lutte va être sympa pour les barragistes entre Panama et Costa Rica, parce que le Costa Rica s'est relancé. Panama s'est un peu fait entuber au Mexique, donc forcément, comme d'habitude. Donc ils voient le Costa Rica leur revenir sur les talons. Il y a peut-être un calendrier plus sympa pour le Costa Rica, mais les calendriers plus sympas en éliminatoire de Coupe du Monde, je sais pas si ça existe vraiment. Surtout dans ces périodes-là, avec certains déplacements un peu compliqués. Le 4e est en barrage, et il jouera contre le représentant de l'Océanie, donc pas l'Australie. Le représentant de l'Océanie qu'on ne connaît pas encore, et c'est très compliqué l'Océanie pour savoir qui va y aller. Antoine m'entend, Antoine, c'est ça, ils vont aller faire des tours de qualif au Qatar, eux aussi. C'est hyper compliqué parce qu'en plus de ça, c'est hors période FIFA. Et Danny Hay, du coup, le sélectionneur national, disait bah ouais, mais bon, déjà que tous nos joueurs sont dans des clubs, hors Nouvelle-Zélande, on joue qui, quoi. Et c'est un peu le boxon, mais bon, même s'il joue avec l'équipe B, je pense à Nouvelle-Zélande, ça passera. Ouais. Mais oui, tout est délocalisé au Qatar. Et en plus de ça, on a eu récemment le forfait des îles Tonga à cause de l'éruption volcanique. Et donc, du coup, c'est les îles Cook qui sont qualifiées automatiquement en groupe de qualification. Donc, normalement, ça devrait aller pour la Nouvelle-Zélande si elle a le droit de sortir oui, du pays. Bah, franchement, est-ce qu'il y a un doute là-dessus sur la Nouvelle-Zélande Non. Ou pas. Mais bon, voilà. Donc, normalement, c'est la Nouvelle-Zélande qui va avoir le droit de se faire taper, soit par Panama, soit par le Costa Rica. Après, je pense que c'est peut-être la bonne année pour la Nouvelle-Zélande de retourner à la Coupe du Monde. Ils ont une belle équipe, je trouve. Ouais, mais déjà, il faut qu'ils aient le droit de sortir du pays. Bah, c'est ça, malheureusement. Ouais, mais ça va être ça, de toute façon. Donc bon, on verra. On espère que tout se passera bien. Exactement. Voilà, en gros pour l'âme Nord, donc à suivre d'ailleurs, si l'un des deux gros peut pas trébucher au final, parce que vous l'avez vu sur le classement, je peux vous le remettre une dernière fois, il n'y a pas encore un gros écart. Le Canada va aller à la Coupe du Monde, et ça c'est un vrai plaisir, parce que si vous n'avez pas suivi l'âme Nord et si vous n'avez pas vu jouer les Canadiens, je vous le conseille, très franchement. Il y a 2 équipes qui sont vraiment excitantes à voir jouer. Pour terminer là-dessus, c'est Canada et Panama. Dans le jeu, c'est très très intéressant, plus que les 2 géants. Donc qui sait, pourquoi pas un gros dégât. On n'y croit pas des masses en le disant, mais bon, peut-être que j'ai déclenché l'effet Halo. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, pour une fois, j'ai envie de dire, en Amérique du Sud, on est plutôt serein, en tout cas pour les 2 grands géants du continent, avec le Brésil et l'Argentine déjà qualifiés, avec l'Équateur en passe de se qualifier. Maintenant, ça va être le feu sur les 2 dernières journées pour les concurrents qui sont toujours en lice. Et pour nous parler de ça, c'est le moment d'accueillir Romain. Romain, le spécialiste andin de Lucarne opposée, qui va nous parler de son cher Pérou et de ses concurrents. Ouais, salut, bonsoir à tous. Écoute, comme tu l'as dit, c'est vrai que pour une fois, on a les deux gros, Brésil et Argentine, qui étaient déjà en position de qualifier. Ces 2 dernières, les 2 journées qui viennent de se dérouler. L'Équateur qui est qualifié. Je pense que là, il y a plus. Je pense même s'ils perdent les 2 prochains matchs, ils ont des grandes chances de rester encore en vie. Et du coup derrière, ça se bouscule pas mal, avec l'Uruguay en 4e, donc à la place, il les envoie directement au Qatar. Et l'Uruguay qui a fait la grosse opération en fait de ces 2 journées, vu qu'ils ont gagné les 2 matchs, donc un déplacement au Paraguay et la réception du Venezuela, donc qui a tapé un grand coup et qui est remonté fort au classement, qui a dépassé le Pérou et la Colombie notamment. Et voilà, donc avec le Pérou qu'on retrouve 5e, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour moi qui suis le Pérou. Mais c'est surtout aussi un grand pas pour le Pérou qu'on avait l'habitude de voir flirter avec la 9e, 10e place tout au long de l'année. Donc là, ils ont aussi frappé fort en allant battre la Colombie chez elle. Donc le Pérou n'avait pas battu la Colombie en Colombie depuis 20 ans. Donc là, ils avaient tapé fort à Barranquilla pour remporter le match. Malheureusement, ils ont été accrochés par l'Équateur ensuite à Lima. Donc c'est dommage, ils auraient pu vraiment s'assurer 3 points, enfin 2 points de plus. Ça aurait pas été de trop vu que ça se bouscule pas mal.
Donc voilà, donc le Pérou qui va se déplacer à Montevideo, donc pour aller taquiner l'Uruguay qui est juste devant. Donc ça va être encore une journée de feu. Et avant de recevoir le Paraguay à la maison. Et Ce qui voilà, devrait, faudra vraiment. ce qui devrait être tranquille quand même, recevoir le Paraguay pour terminer, bon. Ouais, c'est vrai que le Paraguay, je crois qu'ils ont gagné juste 2 matchs dans toutes les qualifs, mais Ouais, bon, contre le enfin, Venezuela voilà, uniquement. Voilà, bon, j'espère. En tout cas, on va croiser les doigts. En Mais tout cas, voilà, du coup, ouais. juste, ouais, vas-y. Bah, ouais, c'est juste pour saluer Janinka dans le chat qui voilà t'aime beaucoup et nous envoie du Viva Pérou. Et effectivement, a bien rappelé que c'était un joli petit hold-up ce qu'avait fait le Pérou à Barranquilla. Et Oui, carrément. juste pour rebondir sur ce que dit Nicrosport dans le chat, oui, c'est la crise totale en Colombie. On en parlera peut-être un de ces quatre. On fera probablement un dossier ou un podcast avec Pierre, notre déprimé colombien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Colombie et son football. Je te laisse vrai que les poursuivre. pauvres, la Colombie, ils vont très très mal. Enfin, on va le voir dans 2 minutes. J'enchaîne juste avec le Chili qui est derrière. Ouais. Le Chili qui a aussi réalisé la belle opération parce qu'on les voyait presque morts. On avait envie de faire une minute de silence pour eux. Et finalement, qui parle. Oh, c'est un hommage. Avec tout le respect que l'Argentine a tout fait pour vous aider. Quand même. Le Chili qui a préparé en fait son déplacement en Bolivie en recevant l'Argentine à Calama, qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, ce qui est pas mal pour s'adapter à l'altitude, parce que La Paz, c'est à environ 4000, si je dis pas de bêtises, juste un peu en dessous des 4000 mètres au-dessus de la mer. Donc, en général, c'est toujours un déplacement compliqué à négocier. Donc, je trouve que le Chili a bien joué le coup, même si c'était un petit peu difficile contre la Bolivie. Ils ont un peu tangué, mais bon, ils ont tenu le coup. Ils ont réussi leur pari, et puis ils sont encore en vie surtout. Donc là, même si il y a un gros déplacement au Brésil qui risque peut-être d'anéantir leur espoir, mais bon, tout est permis. On l'a vu, le classement, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. À chaque fois qu'une équipe, on a l'impression qu'ils sont complètement perdus, ils reviennent. Donc voilà, c'est pas mal. Ouais, je le dis même en tant que supporter du Pérou, voilà. je remets le classement, comme tu disais, le Chili doit aller au Brésil. Avant d'accueillir l'Uruguay, on sait très bien Exactement. Que le Chili va probablement. Je pense que le Chili va être supporter du Pérou lors du déplacement du Pérou en Uruguay, parce que je pense que l'objectif du Chili va être de rester à 3 points de l'Uruguay pour les sauter sur la ligne, concrètement, pour prendre la place de barragiste. Ça va être très compliqué quand même. Ça, surtout que là, c'est l'Uruguay sera le principal acteur. Là, il a le destin, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont Pérou et Chili, donc c'est eux qui décident qui va ou qui ne va pas au mondial presque. Exactement. Donc voilà, on appelle à l'union sud-américaine contre le Chili. Non, je plaisante. Grand classique. Grand classique. Mais voilà, donc après, il y a la fameuse Colombie qui, en même temps, qui peut s'en vouloir qu'à elle, parce qu'ils étaient devant le Pérou, l'Uruguay et le Chili. Mais bon, quand on marque pas de but devant, on risque pas non plus de gagner des points. Donc là, ça fait 7 matchs que les attaquants colombiens sont muets. Donc avant, ils arrivaient encore à se débrouiller, à faire des matchs nuls 0-0, mais là, contre le Pérou, on l'a vu, ils ont perdu 1-0, et ensuite contre l'Argentine. Donc là, ils chutent et il leur faut gagner à tout prix les 2 prochains matchs pour espérer peut-être un faux pas devant et peut-être aller au barrage ou au Qatar, mais ça risque d'être compliqué. Même s'ils ont quand même la Bolivie et le Venezuela. Et c'est pas dit qu'ils gagnent les 2 matchs non plus. Enfin, tout est... ils ont toujours du mal avec le Venezuela. On en reparlera avec Pierre. Je le disais, voilà, je vous mets une dernière fois le classement. Vous voyez que la Colombie est à 4 points du barragiste. Il va falloir faire 6 sur 6 et espérer que devant, ça se casse la figure. Voilà, on pense qu'on peut en rester là sur les éliminatoires mondiaux. T'en as suivi quelques-uns, toi, Jordan, de ton côté, des éliminatoires Coupe du Monde ou pas plus que ça? Non, franchement, sur certains matchs qui commençaient à 22h, j'ai pu suivre, mais après, genre États-Unis, Canada, ouais. j'ai pas pu suivre. Ça, c'est un peu trop tard. Pour moi, j'arrive pas à tenir la nuit. Même la MLS et tout ce qui est Asie, les matchs qui commencent à 5h du mat. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est trop compliqué sur la durée.
C'est un mode de vie, monsieur. C'est un mode de C'est vie. ça. Et franchement, respect à vous. Putain, vous êtes fort, hein. Vous êtes très fort. Ouais, on a quelques cernes quand même. Hein. Tiens, je te mets en gros plan comme ça on les voit bien. Attends, je m'éloigne. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau, vas-y. C'est plaisir d'offrir, c'est ça, Lucarno Posé. Bonsoir. Je crois Et que comme ma ça, je caméra cache va les couper. miennes. Hein. Vas-y, je te laisse. Ouais. Ouais, et on a fait le tour un petit peu de toutes nos qualifs Coupe du Monde et autour de la CAN. Et il reste juste un dernier point à aborder au niveau des compètes plus locales. Du coup, cette fois, c'est en Australie. Où on a eu une petite finale de coupe, n'en déplaise à un grand média français qui se trompe un petit peu. Ça y est, Ouais, c'est parti. tu m'as volé ma blague. Ah, putain, je merde. la raye. Je la raye. Tu peux la refaire, c'est cadeau. Donc ouais, Antoine, la finale de coupe d'Australie a eu lieu ce week-end, samedi matin, dimanche matin, je sais plus. Et Samedi donc du coup, matin. on a un champion. Oui, on a un champion, donc ça fera plaisir à Nico Kugo, puisque ça ressemble beaucoup à son club préféré français, mais ce n'était pas celui-ci. Oui, c'est le Melbourne Victory, donc qui renaît de ses cendres passées, qui a gagné donc du coup la Coupe d'Australie, et non pas le championnat d'Australie, comme a pu l'écrire un autre, Un grand média. un autre média, un autre média qu'on ne citera pas le nom, mais il est unique. Et donc voilà, oui, ils ont gagné donc une très belle compétition, puisque eux donc ils ont fini dernier de la saison passée. Ils ont dû passer par un barrage entre le 12e et le 10e. Donc déjà ils ont joué contre un club du même niveau, et ils ont joué d'autres clubs du même niveau, alors que le Central Coast Mariners a joué que le Sydney FC entre les 16e de finale et la finale, où ils ont joué le Melbourne Victory. C'était deux styles, on va dire, similaires. On l'a commenté d'ailleurs sur Lucarno Posé, où voilà, très défensif, qui s'est décanté sur coup de pied arrêté d'un superbe but sur coup franc, et il y a eu un deuxième dans les arrêts de jeu qui sera dans le top but. Et donc c'était une belle finale qui s'est un petit peu tristounette quand même au début, mais le Melbourne Victory du coup gagne son deuxième titre, et Tony Popovic a donc du coup tout gagné. Le nouvel entraîneur de Melbourne Victory a tout gagné en Australie, puisque c'était le seul titre qui lui manquait, lui qui a gagné la Ligue des Champions. Peut-être pas je parle peut-être. Il n'a pas gagné la finale de A-League encore. Non, oui, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Donc il a gagné cette FA Cup, et je pense qu'il pourrait être donc candidat au titre final. Donc ce fameux titre qui lui manque, la finale de Championship. Ce Melbourne Victory peut aller très loin. On a fait le tour de news de la semaine. Maintenant, on va pouvoir profiter de notre invité en entrant directement dans le dossier Sorare. Monsieur Jordan, autant te dire que la rédaction Hello on t'attend là. à quelques questions, on va rester mesuré. Je vous sens tendu, les gars. Je vous sens Non, tendu. alors, il y en a un qui va être tendu. Et il est dans le chat, donc t'es peinard. On expliquera pourquoi il est tendu aussi à ce sujet-là, parce qu'on en profitera. Mais voilà, je pense savoir pourquoi. J'imagine que tu sais pourquoi, parce que je pense que, c'est quelque chose à quoi tu es peut-être confronté aussi parfois. Mais bon, on va en reparler après. Je sais pas, Nico, on peut peut-être démarrer. On va peut-être commencer quand même. Vas-y. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas vraiment. Jordan, je sais pas si ça existe encore, des gens qui savent pas ce qu'est Sorare, mais Je pense. mais écoute, peut-être. Finalement, peut-être que ça existe. Est-ce que tu peux nous le présenter très rapidement, le principe de base de Sorare, si je dis que c'est un peu une sorte de mélange entre Football Manager et un jeu de fantasy assez classique? Je suis dans le faux, je suis loin de la réalité, ou c'est pas trop mal? Non, c'est ça. Moi, en tout cas, quand je le présente vraiment aux personnes qui ne connaissent pas le jeu, je dis que c'est un mélange entre Paris sportif, entre FIFA Ultimate Team, entre Mon Petit Gazon, pour ceux qui jouent à ce jeu qui est un jeu français. C'est un petit mélange de tout ça, et de football manager aussi. Et en gros, donc, ça se passe donc sur le site sorare.com. Donc, c'est une start-up française qui a lancé ce jeu début 2019 en bêta. Et le jeu a été lancé réellement fin 2019.
Donc en fait, c'est des cartes de foot style Panini entre guillemets, qui sont en NFT, donc en non-fungible token. Et donc ça se passe sur la blockchain. Donc toutes ces cartes sont des NFT. Et en fait, avec ces cartes de foot, on peut jouer avec dans des compétitions type fantasy et en gagner d'autres. Et donc toutes ces cartes ont une valeur en Ethereum, donc c'est en monnaie, en crypto-monnaie. Et voilà, c'est un jeu d'argent, hein. Ça reste un jeu d'argent aussi, c'est de l'investissement. Et voilà. En gros, ce qu'est Sora. Ouais, c'est ça. Et tu disais, ça a été lancé en 2019. Je sais pas si on l'aborde maintenant, la question, mais aussi, remarque, on peut peut-être y aller comme ça, hein. On avait pas on avait Vas-y, hein. noté quelques questions avec Nico, mais on va peut-être y aller dans le désordre. Et c'est une chose qu'on entend assez fréquemment par rapport à Sorare, c'est que en 2019, c'était accessible, entre guillemets. C'est très compliqué maintenant, financièrement, tu l'as dit, c'est un jeu d'argent, financièrement parlant. Comment dirais-je, le panier d'entrée est solide, non, maintenant? Et en fait, il n'y a pas que le côté fantasy. Moi, dans l'explication du jeu que je vous ai donné, je vous ai parlé du côté fantasy. Et pour les plus petits budgets, il y a aussi un côté achat-revente. Où imaginons une jeune pépite commence à faire quelques apparitions, bah, on peut tenter notre chance en l'achetant et en espérant pouvoir le revendre un peu plus tard, par exemple. Sinon, je sais pas, un joueur qui se blesse aujourd'hui, qui est absent pendant 3 mois, si on l'achète aujourd'hui, son prix il sera bas, et quand il reviendra de blessure, bah, son prix il commencera à augmenter. Donc il y a aussi un côté achat-revente pour ceux qui ne veulent pas jouer au côté fantasy du jeu. Mais c'est vrai que maintenant, pour pouvoir jouer au côté fantasy du jeu, je dirais qu'il faut bien 300, 400 euros pour jouer en limited avec les cartes jaunes qui sont éditées à 100 exemplaires par joueur par saison. D'accord, ok. Et donc, tu le dis, il y a deux manières de jouer, c'est ça? C'est-à-dire que soit on fait du fantasy, soit, pour schématiser, soit on spécule sur des joueurs. C'est ça. C'est ça, en fait, même donc pendant mes lives, il y a des personnes qui viennent sur le chat me demander ce qu'ils peuvent faire avec, par exemple, 100 euros. Et je suis obligé de leur dire qu'avec 100 euros, on peut pas jouer, on peut pas se faire une équipe. On peut seulement faire de l'achat-revente avec 100 euros. Et dans ces cas-là, tu peux t'en servir aussi comme porte d'entrée, en gros. C'est-à-dire que si t'as pas grand-chose, t'arrives à découvrir la pépite qui va tout exploser. Bon, je vous spoil, les amis, mais choisissez pas Julian Alvarez, c'est mort. Euh, Il est déjà trop cher, il est déjà trop cher. ouais, bah, ça m'étonne. C'est un peu trop tard, mais en gros, tu peux aussi t'en servir en te disant, je vais spéculer sur 2-3 pépites qui vont me permettre d'aller plus haut et un jour ou l'autre, peut-être de pouvoir augmenter mes investissements. Mais le joueur gagne de la valeur quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire que si tu achètes une carte aujourd'hui, je sais pas, t'as 100 euros sur toi, tu achètes une carte sur laquelle genre tu fais presque tapis pour spéculer dessus. Elle peut prendre de la valeur assez rapidement, ou ça fonctionne comme c'est juste indexé sur les performances du joueur ou Ouais, sur la en fait, demande? c'est indexé sur les deux. C'est sur les performances des joueurs, surtout, j'ai envie de dire. Parce qu'un joueur qui ne joue pas ou qui est blessé pendant plusieurs mois ou qui est suspendu plusieurs mois, comme André Onana, par exemple, le prix, il tend à baisser. Et au contraire, un joueur qui est, par exemple, dans une équipe où il ne joue pas et il est transféré dans un autre club où il devrait avoir du temps de jeu, là, on peut directement voir que la courbe de son prix elle augmente assez rapidement, et même dans la foulée de l'information en transfert, hein, par exemple. Alors, pour être franc, il y a une semaine, je sais plus trop pourquoi, je me décide à aller voir ce que c'était Sorare. Alors, dans la rédac Hello, j'ai posé plein de questions parce que franchement, je comprends un beignet à tout ça. Sur cette spéculation qui me dépasse un peu, je dois être un peu vieux pour tout ça. Euh, mais du coup, j'ai été créer un compte pour me lancer, pour au moins découvrir ce que c'était. Et ce qui m'a surpris, j'étais agréablement surpris en créant mon compte. On me demande mes équipes préférées, et puis poum, 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 poum. D'un coup, j'ai des cartes merveilleuses qui viennent, avec des joueurs, des stars, des trucs, des machins. Et je me dis, putain, c'est génial, Ouais. je vais pouvoir les revendre des millions. Non, en fait, elles ne valent que dalle. C'est, Ah, c'est ça. donc, si j'ai bien compris, en fonction de le type de carte, il y a des niveaux dans les cartes d'un même joueur, elle peut être dans différents niveaux. Et du coup, cette carte a plus ou moins de valeur. Au début, celle qu'on nous donne, elle vaut 0, et celle qu'il faut acheter à tout prix, elle vaut je sais pas combien de milliers d'euros. Et du coup, j'étais totalement perdu
parce que je fais quoi de ces cartes maintenant qu'on me donne Enfin, je peux pas faire de l'achat-revente avec des cartes qu'on me donne comme ça, quoi. Donc, franchement, En j'étais fait, perdu tout de suite. En fait, ces cartes-là, donc ça, c'est des cartes communes, comme on appelle sur le jeu. En fait, c'est des cartes qui permettent aux nouveaux joueurs de jouer à la Fantasy League dans le championnat entre guillemets qui s'appelle le Rookie. C'est un championnat rookie donc qui permet de faire une équipe de 5 joueurs et de pouvoir jouer et découvrir le jeu. Et en fait, dans cette compétition rookie, c'est seulement si tu termines dans le top 3 du classement que tu peux gagner une carte qui aura de la valeur derrière. Mais en fait, les cartes communes, c'est vraiment pour faire découvrir le jeu à tous les nouveaux utilisateurs Ouais, en gros, tu t'en sers pour qui n'ont pas de t'entraîner, quoi. valeur. Ouais, en gros, Voilà, elles n'ont aucune valeur. Ouais, tu peux Ouais. rien en faire. Ok, C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu décides d'aller sur Sorare, t'es obligé d'investir, concrètement. Ouais, c'est ça. j'ai une autre question, justement. À propos d'investissement, tu parles de crypto-monnaie et j'entends. Maintenant, quand tu vas investir investir tes euros. Tu fais des gains, tu vas les réaliser en crypto-monnaie. Tu les récupères comment, ces gains, justement? Comment tu les mets sur ton compte en banque au bout d'un moment? Donc, je vais commencer sur comment déposer sur Sorare. Ça serait déjà Ouais, une première chose. Donc, on peut déposer donc, sur Sorare par plusieurs manières. On peut déposer de l'argent directement depuis notre wallet en crypto-monnaie. C'est-à-dire, on peut déposer directement de l'Ethereum qu'on possède sur un autre compte. Ou alors, on peut déposer via carte bleue. Actuellement, sur Sorare, il y a deux façons de déposer. Il y a soit via MoonPay, soit via Ramp. Et là, si je prends l'exemple, donc je regarde en même temps sur le jeu, je crois que si on dépose 100 euros, par exemple, via CB, bon, ça charge, ça charge. Voilà, je prends l'exemple, genre 300 euros. Si je veux déposer 300 euros sur Sorare via CB, il y a des frais de 4 euros à peu près. Et donc, on reçoit sur notre compte Sorare 0,10 Ethereum. Donc ça, ils ont facilité le dépôt d'argent. Et pour le retrait d'argent, donc on clique sur notre compte. Là, je clique sur mon wallet. Je mets withdraw to et là, je mets mon adresse crypto.com. En fait, tout ce qui est crypto-monnaie, on peut les acheter via des applications type Coinbase, type crypto.com. Et donc moi, par exemple, j'utilise crypto.com et je mets mon adresse crypto.com. En fait, il nous demande de mettre l'adresse là au moment où je veux retirer. Donc, j'ai juste à mettre mon adresse crypto.com et en fait, ça envoie ces fonds en Ethereum sur mon compte crypto.com. Je vends ma crypto-monnaie en euros ou en dollars selon ce que les gens veulent. Et ensuite, je retire sur mon compte en banque. Et donc, je Ouais, c'est reçois ça. l'argent en euros derrière. T'es obligé d'avoir ton compte D'accord. crypto quelque part. Et C'est tant ça. qu'on est dans le côté pratique de la chose, tu es taxé là-dessus ou pas? Ouais, à 30%. 30% sur la plus-value. Il faut savoir qu'en France, sur les crypto-monnaies, donc on est un des pays au monde où les taxes sont les plus hautes. Malheureusement. Ah, ça te Donc, fait mal. donc malheureusement, imaginons tu retires, donc je parle en plus-value, hein. Donc imaginons tu retires 10 000 euros, hop, il y a 3 000 euros que tu dois mettre de côté pour payer tes impôts en bonne et due forme. Ouais, c'est ça. Et alors, juste deux commentaires que je vois passer dans le chat. Celui d'Achaninka qui dit que, en fait, je sais pas si c'est vrai, donc justement, je te soumets le commentaire, Jordan. Il nous dit qu'en fait, à ce jeu, si tu gagnes de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre à l'autre bout en perd. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on reproche. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas vraiment, en fait? Non, non, c'est pas le cas. Pour gagner de l'argent, donc il y a le côté achat-revente, comme je vous ai dit. Et il y a aussi le côté Fantasy League où on fait des équipes de 5 joueurs, donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra. Et en fait, dans ces compétitions, selon les performances réelles de nos joueurs, ça fait des points de 0 à 100. Et ensuite, ces points se cumulent et ça fait un score total. Et avec ce score total, il y a un classement général avec tous les autres managers sur le jeu. Et selon ton classement, tu peux gagner d'autres cartes. Tu peux gagner des cartes que tu peux ensuite revendre pour te faire de l'argent, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et autre commentaire que Ouais. j'ai vu passer de la part de Maxlar qui disait qu'il y a un autre, je sais pas si on, pas un risque, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un autre risque, c'est que tu
tu fais tous tes achats et tes ventes en crypto, surtout tes ventes, on va parler, parce que tu touches en crypto, tu es aussi sujet aux variations de cette crypto. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, par exemple, donc, je me suis inscrit sur le jeu en mai 2020 et en mai 2020, un Ethereum, ça valait entre 200 et 300 euros. Là, actuellement, un Ethereum, c'est 2008, donc ce qui veut dire que ça a bien explosé entre-temps. Et même, on est monté jusqu'à 4000, 4003 ou 4004 il y a de ça quelques mois pour la valeur de l'Ethereum. Du coup, c'est vrai que ça varie en fonction du cours de la crypto-monnaie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le jeu, les prix, on les voit en euros et on les voit en crypto-monnaie, on les voit en Ethereum. Et ce qui est intéressant de voir, et ce qu'on a pu remarquer là avec le crash de l'Ethereum dernièrement, c'est que le prix en euros, il restait stable. Il restait à peu près stable. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est très intéressant. Donc, ça reste une bonne, enfin, il y a une bonne valeur des cartes qui reste quand même assez stable. Et ce qui fait que la variation de l'Ethereum, il n'a pas vraiment d'impact sur la valeur de nos joueurs. Ok, donc c'est ce que j'allais te dire. Et, T'as pas besoin de te suivre forcément à fond. Bon, sauf s'il se casse vraiment la figure. Mais ouais. bon, de toute façon, je pense que tu le verras vite. Mais mais en gros, t'as pas besoin non plus de suivre les cours de l'Ethereum pour voilà, c'est quand même assez tamponné du côté de Sorare. Tes cartes perdent pas 2000% de leur valeur si l'Ethereum se casse la figure un petit peu, Non, quoi. non, c'est ça. Et ça, donc ça, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui se disent que, d'ailleurs, sur les reportages que je vois à la télé sur Sora, il y en a qui disent c'est vraiment, en fait, la valeur de notre galerie, elle peut vraiment se casser la gueule si l'Ethereum, il s'effondre. Mais en fait, ce qu'on a pu voir là dernièrement avec le crash de l'ETH, c'est que, comme je viens de vous dire, la valeur des cartes en fiat, donc en euros, elle reste plutôt stable. Et ça, justement, c'était très intéressant de suivre cette évolution. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Et en plus de ça, Sora, à l'avenir, veut passer en stablecoin, c'est-à-dire que donc ça restera une crypto-monnaie, mais indexée sur le cours du dollar. Donc, ça sera beaucoup plus stable qu'actuellement l'Ethereum. Donc du coup, le jeu peut vivre tant qu'il y a des acheteurs. Le jour où plus personne n'achète, tous ceux qui ont les cartes s'assoient dessus, en gros. C'est ça. Et là, on peut voir que ces derniers mois, il y a quasiment 400 à 500 nouveaux joueurs par jour qui achètent au moins une carte. Donc la courbe, elle augmente vraiment beaucoup. Là, on n'est pas loin des 100 000 utilisateurs à posséder au moins une carte sur le jeu. Ok. Bah Non, mais je découvre des choses, donc tant mieux. Et donc Sora Merci a de pour poser mes but questions. qu'on soit des millions d'utilisateurs, hein, parce que bon, le foot, ça reste le sport numéro 1 au monde, le plus suivi, et ils vont s'exporter à d'autres sports, notamment. On pense le tennis. Il y a quand même eu de gros indices, notamment avec Serena Williams qui a rejoint le groupe Sorare dernièrement. Donc, il devrait sortir le tennis sous peu et peut-être le basket, peut-être d'autres sports à l'avenir. Toujours sous forme de cartes NFT. Et, et je sais pas si tu as la réponse à ça, mais comme tu suis l'actu, peut-être que ce genre de débat est déjà arrivé. Il y a une question, moi, que je me pose par rapport à ça, par rapport à ces NFT. Tu as expliqué, hein, voilà, ce sont des NFT. Chacun, en gros, on possède un joueur, concrètement. On possède la carte d'un joueur, mais on possède un joueur. Ça marche comment au niveau des joueurs ou des clubs par rapport au droit à l'image? Est-ce que les clubs n'ont pas envie de s'attaquer à ça? Parce que tu l'as expliqué, c'est aussi un marché, concrètement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si un club commence à dire, mais attendez, ou si un joueur, concrètement, commence à dire, mais attendez, il y a des gens qui spéculent sur mon image, pourquoi je toucherais rien? Parce qu'il faut dire les choses, hein, ça se marcherait comme ça. Ça fait partie des risques potentiels. Enfin, comment c'est géré du côté de Sorare, ça? Tu le sais ou pas? Ouais, non, justement, bonne question aussi, Nico. Non, justement, en fait, c'est tout bénef pour les clubs. Et en fait, c'est même une source de revenus supplémentaires. Et notamment, c'est ce qui est intéressant bah, pour les clubs un peu moins huppés, entre guillemets, style peut-être Khalid. Bon, il y a des clubs qui n'ont peut-être pas un budget non, mais c'est Il vrai, a tué Baptiste. aussi conséquent que les clubs européens. Et en fait, il Headshot. faut savoir que sur la vente des cartes NFT, donc Sorare, les clubs qui sont sous licence avec Sorare prennent entre 5 et 15% de la valeur de la carte qui a été vendue aux enchères. Je prends un exemple tout bête. Cézinha de Daegu, imaginons il est vendu 10 000 euros. Daegu va récupérer 10% du montant de cette carte vendue aux enchères. Entre 5 et 15%, ça dépend les clubs, ça dépend les contrats, etc.
Ok, donc ça, c'est comme ça qu'ils arrivent à, entre guillemets, à s'en sortir vis-à-vis des joueurs, c'est-à-dire que comme ils leur refilent un pourcentage, ben, les clubs disent, bah voilà, enfin, les clubs sont ok plus facilement. Ça j'imagine que c'est dans les contrats de partenariat qu'ils signent avec les ligues, quoi. C'est ça. Et donc, par exemple, la vente de Erling Haaland, carte unique, je sais, vous avez dû voir ça, qui a été vendu 609 000 euros. Donc, Dortmund, ils ont dû se frotter les mains quand même, hein. Ils prennent Vache. entre 5 et 15% de ce montant-là. C'est quand même super intéressant, hein, en revenus supplémentaires. Ouais, parce que c'est du revenu sans rien faire, quoi, concrètement. Ah, c'est ça, hein. Et ils touchent à chaque fois que Hollande est revendu, quoi. Non, en fait, c'est que sur le marché primaire, que les cartes émises en vente par Sora. En fait, il y a un marché primaire, c'est tout des enchères, donc ça, c'est toutes les cartes mises en vente par Sora. Et il y a un marché secondaire, c'est toutes les cartes mises en vente entre les managers. D'accord, donc il n'y a pas de pourcentage touché sur les transactions entre joueurs. C'est ça, en fait. Entre Bah, joueurs. entre... Ouais, entre Si toi, tu managers. m'en vends Ouais. une, ou si je t'en achète une aux enchères que tu lances, le club touche rien. Je crois pas. Normalement, non. Après, peut-être que oui, mais je crois que non, c'est que sur les enchères, hein, de ce que j'avais compris. Et sur l'évolution du marché, justement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de championnats couverts par Sorare. Je vois qu'en Argentine, il y a mon petit Lobo Querido qui est bien présent sur Sorare. Et je l'ai placé, hein. Donc, qui est bien présent sur Sorare, mais il n'y a pas tous les clubs encore en Argentine. C'est quoi? C'est parce que c'est en cours de négo? Ça marche comment? Ouais, parce qu'en fait, ça dépend. Donc, Sora peut signer donc avec des ligues complètes, style par exemple la Liga ou la Bundesliga. Et après, ils peuvent aussi avoir des contrats qu'avec des clubs. Donc, je pense que pour l'instant, donc il y a Boca Junior, River Plate, et il y a, je crois en Argentine, il y a qui d'autre? Il y a le Gimnasia. Euh, ouais. Ah, Et C'est- donc voilà, il n'y a pas tous ouais, les il y en a clubs, mais 4-5. en fait, leur Je objectif crois qu'il y a là, Independiente. ouais, ouais. Et Je donc leur crois, je crois- je objectif crois que la carte vaut sur plus l'année. cher que le club. C'est une carte rare, hein, c'est le club entier qui est rare. Non, et du coup, leur objectif là, d'ici la fin de l'année 2022, c'est de signer avec les 20 plus grands championnats au monde, avec toutes les équipes présentes dans ces championnats-là. Ok, et du coup, toi, au quotidien, comment tu fais pour détecter tes petits joueurs, savoir, à part lire Lucarne Opposé, tu fais comment? Et bah c'est bon, après moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les matchs et c'est ça aussi qui fait la différence. Parce que là il y a un site externe à Sorar qui s'appelle Sorar Data. En fait, on a plein d'informations sur tous les joueurs qui sont sur le jeu. Donc on voit toutes leurs notes sur plus d'un an. Donc ça nous donne une bonne base d'informations. Et ensuite, bah moi je regarde les matchs, hein, tout simplement. Je regarde quels joueurs sont bons, etc. Et puis c'est comme ça qu'on peut évoluer aussi sur le jeu, hein. Je dis, la clé, c'est de regarder les matchs. En fait, on voit, même sur les jeunes joueurs, on voit dès les premiers touchés de balle si le joueur, des fois, il a quelque chose en plus que les autres. Du coup, tu es obligé de suivre vraiment l'état de forme du joueur, savoir s'il s'est entraîné ou pas cette semaine-là, s'il va être aligné, s'il va être. Et du coup, ça rejoint un petit peu, je pense, les difficultés qu'on peut recevoir en DM sur Twitter, où on nous pose justement ces questions-là, et bon, on n'a pas toujours la réponse et on se fait un peu incendier. Donc, c'est compliqué quand même au quotidien de suivre l'actu d'autant de joueurs, quoi. Ah, c'est ça, c'est. Mais moi, donc, sur Twitter, je reçois plein de notifications. Je me suis abonné à pas mal de journalistes. Je suis beaucoup les journalistes de tous les pays dans lesquels j'ai des joueurs. Et moi, donc la plupart des informations, enfin les trois quarts des informations que j'ai via Twitter, bah, c'est des informations de journalistes. Et c'est vrai qu'il y a eu ce problème, donc on en vient sur ce point-là, de comptes FR qui suivent les championnats coréens, japonais, même MLS, même ailleurs, qui reçoivent des tonnes et des tonnes de messages de joueurs so rares pour leur demander est-ce que tel joueur il a repris l'entraînement, est-ce que tel joueur il va rester au club ou il va être transféré. Donc je comprends que certains comptes commencent à en avoir marre. Et il y a d'ailleurs eu des petits messages, notamment, je sais plus si c'est Gilly ou Kali qui a mis un petit message pour dire que il recevait beaucoup de demandes et que c'était quand même compliqué de toutes les traiter, etc. Mais après, voilà, c'est sûr que la commu a le temps à grossir, donc faut faire attention et même quitte
à bloquer les personnes. Et puis voilà, après, bon, en général, il n'y a pas que des personnes malveillantes. Enfin, c'est surtout, elles veulent avoir des informations. Après, je ne sais pas comment elles tournent leurs phrases pour Ouais, demander les informations, mais ouais, c'est ça en ça fait. C'est-à-dire, reste. t'as différents types. T'en as, moi avec Lucarno Posé, il y a la chance, on n'en a pas beaucoup. Ils vont plutôt se lâcher chez Baptiste, donc ça c'est cool. Baptiste a pris très très cher avec la Corée parce que entre la façon, tu le dis, la façon dont c'est tourné, les mecs qui débarquent comme ça, qui limite t'insultent si tu lui réponds pas. Bon, c'est le côté. Le problème c'est ça, c'est que quand une commu grossit, il y a aussi les toxiques qui grossissent et qui font plus de mal que la commu en elle-même. J'avoue que moi, très honnêtement, j'ai été contacté 2-3 fois. Il m'est arrivé de répondre parce que le message était cool. Donc, tu vois, quand t'as quelqu'un qui vient, qui te dit bonjour, qui est sympa, qui est machin, tu réponds. Là, dans ces cas-là, tu réponds. C'est sûr que si d'entrée, tu sens qu'il commence à vouloir insulter ta maman si tu lui donnes pas la réponse dans les 2 secondes, bon. Mais je crois que Baptiste en a mangé quelques-uns des comme ça. Ouais, après, ce que je voulais dire, c'est que, bah, par exemple, je prends l'exemple de Kawasaki Frontal FR, qui, par exemple, m'a bloqué alors que je lui ai jamais rien demandé de spécifique. Il a bloqué tous les comptes qui étaient reliés à Sorare, qui étaient abonnés à sa page Twitter. Et lui, pour le coup, il mettait des fuck Sorare tous les jours. Il tweetait, genre le matin, il mettait fuck Sorare et tous les jours, ça tombait. Ce n'est pas Baptiste. C'est assez, c'est Baptiste assez va le faire exceptionnel demain. à suivre. Et il y en a d'autres qui voient ça plutôt comme un côté positif, dans le sens où bah, ça donne un peu plus de visu aussi au championnat exotique, entre guillemets. Et après, c'est sûr que il y a du côté genre, paris sportif où ils sont là vraiment que pour le profit. Donc, ces personnes-là, je comprends que ce soit désagréable pour leur répondre, etc., par exemple. Mais faut pas oublier que la plupart des personnes, moi je m'inclus dedans, on est des passionnés de foot avant tout, qui suivaient déjà un peu tous ces championnats-là. Et justement, que le fait qu'on ait des cartes sur Sora, bah, ça donne encore plus l'envie de suivre ce type de championnat. Donc voilà, il y en a qui aiment recevoir et donner des infos, d'autres moins. Il y a un peu de tout, mais Ouais. et voilà, Bah, moi je après, c'est me vrai. dis que ça reste Après, quelque chose de positif quoi, c'est pour vrai que pour la le coup, il y vie. a le joueur qui t'appartient. Bon, forcément, ça devient un petit peu ton chouchou, voilà. Donc tu as ce côté-là qui est un petit peu sympa, mais c'est vrai que le côté négatif, hein, c'est ce qui est un petit peu dit aussi dans le chat, hein, sur le côté, c'est un jeu d'argent, il y a des gens qui investissent dessus, et donc forcément, ça peut donner lieu à des gens un peu tendus, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis même, bon, encore moi sur mes lives Twitch, ça se passe plutôt bien. Je dis toujours stay positive. Faut rester positif. Ça reste du foot, ça reste une passion. Donc, faut toujours rester positif quoi, dans notre état d'esprit. Après, c'est vrai que c'est comme ça reste un jeu d'argent. Donc, c'est vrai qu'on peut être frustré de temps en temps. Et ça, c'est un peu le mauvais côté du jeu, entre guillemets. Après, bon, ça reste quand même différent des paris sportifs. Les paris sportifs, comme je dis, on parie tant, imaginons on parie 100 euros sur un match un week-end. Si ton équipe elle perd, bah, tu as perdu tes sous. Alors sur Sora, c'est un investissement plus Ouais. long terme sur une carte et tes sous, tu les perds pas loin de là. C'est de l'investissement, c'est sur du long terme. Donc c'est quand même différent. Et tu as des situations, enfin des exemples d'échecs total avec des gens qui ont perdu vraiment beaucoup et qui. Enfin, est-ce qu'on a un pourcentage du nombre de personnes qui s'inscrivent en une journée et combien repartent une main devant, une main derrière au bout d'une semaine, quoi? Il n'y a pas de stats comme ça, mais moi, sur toutes les personnes que je connais qui sont sur Sora, et j'en connais beaucoup, beaucoup, il n'y en a aucune qui a perdu de l'argent, en fait. Il n'y a aucune personne qui a perdu de l'argent. Et sur Sora Data, on peut voir l'évolution du prix de notre galerie, et elle tend à augmenter pour tout le monde, du fait de l'arrivée en masse de nouveaux joueurs, et du fait de l'augmentation des prix, du coup, en masse aussi des joueurs. Ouais. Ok. Nico, d'autres questions ou... Non, c'est bon, on a fait à peu près le tour. Bah voilà, je vous invite, ouais. hein, je vous invite à aller suivre Jordan, hein, notamment sur Twitter, notamment sur Twitch aussi. Bah, tu peux donner ton pseudo. Il est trop compliqué à Ouais, prononcer. T'as enlevé toutes les non, voyelles, c'est c'est nul. Joe BZNT23, tout simplement, sur Twitch, sur Twitter. N'hésitez pas. J'ai quitté mon travail au mois d'octobre dernier pour me lancer dans l'aventure Sora à 100%. Donc, j'ai créé ma chaîne Twitch par rapport à ça. Et donc, régulièrement, je fais des lives et
5-6 fois par semaine, hein, voire plus de temps en temps. Avec de Et la donc, je suis musique et tu toujours, danses. Ouais. voilà, je suis toujours de Ouais. bonne humeur, toujours content de pouvoir vous aider. Et puis voilà, que ça continue ainsi, hein. Ouais, Ouais. exactement. Et, allez-y, hein, parce qu'il va vous donner des conseils. Il va vous montrer comment ça fonctionne aussi. On n'est pas entré dans le détail du comment tu découpes ta semaine, comment tu prépares véritablement ton week-end, parce qu'il y a tout un... Enfin voilà, comment dirais-je, il y a un protocole, il y a une habitude qui s'est installée. Hein. Ouais. Voilà, c'est d'abord, enfin, si on doit aller avant le week-end, il y a la préparation des équipes. Le lundi, il y a les résultats, les rewards quand t'en as et tout et tout. Donc voilà, il y a un vrai rituel qui s'est installé. Concrètement, c'est ça. Hein, c'est tu passes la première moitié de ta semaine à faire ta veille, et puis tu construis le vendredi et le lundi tu regardes ce que t'as fait, quoi. C'est ça, et en fait, c'est découpé en deux game week, donc les semaines de jeu, entre guillemets, donc game week, et ça se découpe en deux parties. Donc il y a une game week du mardi au vendredi et une game week du vendredi au mardi. Donc ce qui fait que tous les matchs pendant toute la semaine sont couverts et on peut toujours jouer avec nos cartes, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, tout le temps, 7 jours sur 7. Voilà. Donc allez voir Jordan, allez le suivre sur Twitter, allez le suivre sur Twitch aussi, et puis vous en saurez plus sur Sorare si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Merci pour ton pour ton message à Shaninka. Ouais, les valeurs sûres, c'est les livres de Lucarne Opposé. Il a tout à fait raison, c'est vrai. Mais ça rapporte moins, ça rapporte de la culture et ça n'a pas de prix. Jordan ne fera pas de tuto Caipirinha. Peut-être qu'il sautera pas sur sa chaîne s'il en fait. Oh, ça fait longtemps. On en a hein, bu ça fait beaucoup au très Brésil. longtemps. Ouais. Ça fait un petit moment Ça que j'en fait ai pas bu. longtemps. Hein. Je sais pas toi, mais Ah si, ça fait longtemps. Hein, ça fait Ah, longtemps. D'ailleurs, voilà. j'espère qu'à l'avenir, on pourra refaire ce genre de compétition tous ensemble, parce que ça reste des souvenirs. J'en reparle même régulièrement autour de moi, et ça reste des souvenirs gravés et exceptionnels, vraiment exceptionnels. Ouais, exactement. Brésil 2019, c'était quand même bien cool avec Pierre qui est dans le chat et Marcelin hein, qui était avec nous à ce moment-là. Nico, on va enchaîner parce que je vois Ouais. le temps qui roule. Il y a juste une dernière question, je vais pas la faire sauter quand même. Une question de Max Lard dans le chat par rapport à Sorare qui te demande, Jordan, si avec toute la Covid, il vaut mieux varier les championnats ou miser sur un qu'on connaît vraiment bien dans la stratégie pour construire tes équipes. Moi, j'ai tendance à dire, vaut mieux partir dans un championnat qu'on connaît bien. Parce que bon, du coup, on a plus d'informations, on a déjà vu les joueurs jouer, etc. Et moi, par exemple, sur l'Asie, j'ai commencé à regarder les matchs, je me suis renseigné, etc. Avant d'acheter. Et puis ensuite, c'est à force de regarder les joueurs, etc. Qu'on a un peu plus d'infos. Mais ouais, je dirais, vaut mieux partir sur un championnat qu'on connaît plutôt que sur des championnats où on n'a jamais vu jouer un joueur. Là, c'est vraiment des paris à 100%, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ne partez pas à l'aveugle, surtout que voilà, on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez vraiment vous lancer dedans en mode fantasy, c'est un gros investissement quand même, il faut le dire. Voilà, faut y aller. Hein, Et moi, en termes voilà, ce que je dis régulièrement, c'est que l'argent que vous mettez dans Sora, ça reste de l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin au Voilà. quotidien. Ça, je le dis quand même assez régulièrement, parce que bon, c'est quand même des sommes importantes, comme tu dis. Donc, faut vraiment, justement, si ça permet de jouer plus tranquillement, si c'est de l'argent dont on n'a pas besoin au quotidien, c'est un peu comme les paris sportifs. Ça permet d'être plus détendu et de jouer tranquillement, de prendre du plaisir. Donc, faut jouer avec de l'argent disponible, même par exemple de l'épargne. Moi, j'ai tendance à dire, si tu as des sous sur un livret A, autant les retirer, tu les mets sur Sora et tu verras que ça t'apportera plus. Et ça, j'en suis convaincu. Et la bise à tous les banquiers qui nous écoutent. Mais bon, voilà. Donc ouais, non, mais c'est important de le dire quand même. Hein. On va passer à autre chose. Mais voilà, vraiment, faites, voilà, ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas ou dont vous pourriez avoir besoin. Je pense que c'est le meilleur conseil. C'est un conseil qui s'applique à tous les jeux d'argent, paris sportifs compris. Nico, on peut enchaîner. Ouais. Merci, hein, Jordan. Suivez Jordan là-dessus, sur ses chaînes, sur ses réseaux, et on en reparlera un peu à la fin. Mais voilà. Ouais, n'hésitez pas, hein, la Team Hello, si vous voulez vous inscrire. Ou vous voulez plus d'informations, vraiment, je suis ouvert à tout. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis disponible et avec plaisir, avec grand plaisir, je vous répondrai. On discutera autour du jeu. Et d'une caipi.
Voilà, et d'une Kaipi. Allez, Nico. Bah, justement, à propos de KP, tu parlais de ton petit séjour avec l'équipe LO au Brésil en 2019. Il me semble qu'il y a un petit attaquant péruvien qui marchait plutôt bien à ce moment-là et qui a permis d'aller à son pays, d'atteindre la finale de la Copa América, Paolo Guerrero. Bah, aujourd'hui, c'est un autre attaquant qui fait un peu l'actu en Amérique latine et surtout au Pérou. Il a une trajectoire singulière, qu'en tant que joueur qu'avec son nez, qui a pris une tournure toute particulière récemment. Et donc justement, donc il y a un nouveau guerrier au Pérou, c'est l'Italo-péruvien Lapadula. Et justement, donc on a envie de faire un petit clin d'œil parce qu'on a vu des images circuler de son nez. Et je pense que Romain, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ce personnage quand même qui est un sacré guerrier et qui a laissé son nez, je pense, à Barranquilla. C'est exactement ça, ouais. C'est le nouveau guerrier. Tu l'as bien nommé. Ouais, c'est le nouveau guerrier du Pérou parce que c'est vrai qu'en l'absence de Paulo Guerrero qui est vieillissant et Farfan également qui enchaînent les blessures. Et ben le Pérou s'est trouvé un nouvelle idole avec Lapadula qui comme tu l'as dit est italien, qui est né en Italie, qui a grandi en Italie. C'est vraiment l'italien pur et dur, mais voilà, enfin il a une mère péruvienne et du coup ses performances ont tapé dans l'œil du sélectionneur Gareca au Pérou. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début il a gentiment refusé la sélection péruvienne parce que lui il avait des yeux que pour sa nationale. Il se voyait plus avec le maillot bleu que le super maillot à bande rouge. Mais malheureusement, il a fait un match quand même avec l'Italie, où il avait un match amical contre Saint-Marin, où il a marqué un triplé même. Mais voilà, c'était son unique et dernier match avec l'Italie. Parce que malheureusement, il enchaînait les contre-performances avec le Milan AC. Et comme à peu près tous les 9 qui ont succédé à Inzaghi, je suis pas un spécialiste de la Serie A, mais on peut regarder les stats. Les pauvres attaquants après Inzaghi, ils ont eu un peu de mal. Donc lui, il a fait partie de cette malédiction, on peut appeler ça comme ça. Et forcément, l'entraîneur italien l'a aussi écarté. Et il est revenu un peu à la charge en faisant des appels du pied, cette fois-ci au Pérou, parce qu'entre-temps, pour le Mondial 2018, l'Italie elle n'est pas allée, mais le Pérou, oui. Donc comme quoi, il avait mal choisi son camp. Mais bon, sans rancune, finalement, Gareca l'a quand même appelé mais en 2020, hein, donc assez tard. Donc là, c'était pour les éliminatoires contre le Chili, donc pour bien se mettre dedans. Et voilà, du coup, pendant ces éliminatoires, il a commencé à voir ce que c'était de jouer en Amérique du Sud contre des équipes qui allaient franchement. Et donc voilà quoi, il s'est un peu Je passe transformé les photos, hein. Je passe les photos, voilà. Ouais, voilà, mais du coup, en fait, ce qui est vachement attachant avec ce joueur, c'est qu'il laisse vraiment, au sens propre du terme, il laisse son corps pour voilà. Donc là, on va voir les photos. Voilà. Il laisse vraiment son corps sur le terrain. Donc, on a eu une dent cassée, on a eu le nez cassé à plusieurs reprises, hein. Et puis, il est toujours content, il a toujours le sourire parce qu'il mouille le maillot. Et en fait, c'est vraiment l'état d'esprit que les Péruviens ont noté. Donc, bon, c'est pas un joueur extraordinaire, c'est pas la superstar, hein. Là, il a déjà, c'était d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, donc s'il nous écoute, on le salue pour ses 32 ans. Il est le bienvenu, hein, si tu nous écoutes. Voilà. Il arrive à souffler sa bouche. Mais du coup, voilà, c'est un joueur qui a explosé tard. Mais il est rentré dans le cœur des Péruviens par le fait de toujours mouiller le maillot, et il a vraiment appris l'hymne péruvien par cœur, parce qu'on le rappelle, hein, il est italien. Il a appris l'hymne, il a appris les chansons un peu très péruviennes. Dans le vestiaire, on le voit danser la salsa avec d'autres joueurs. Vraiment, il s'est intégré. C'était incroyable. Il y avait des journalistes avant sa venue au Pérou qui commençaient forcément
à douter de lui. Est-ce qu'il arrivera à s'intégrer dans un vestiaire, etc. C'est quand même délicat parce que bon, la Padula, ça reste un Européen dans un vestiaire sud-américain, c'est spécial. Il s'est parfaitement adapté et puis voilà, il donne son corps et âme à cette sélection. Il est devenu petit à petit le joueur phare, la star qui a remplacé Paolo Guerrero. Donc en tout cas, peut-être pas dans les statistiques immédiates, mais, je viens voilà. de les passer, 6 buts et 3 passes décisives en 18 matchs, c'est pas moche non plus. Hein. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un des meilleurs ratios. Enfin, quand on compare à d'autres attaquants, on pense surtout à Raúl Ruiz-Díaz, qui cartonne en MLS avec les Sounders et qui est très très décevant avec la sélection. Je crois qu'il doit avoir 4 buts je sais pas, ça doit faire 2-3 ans maintenant qu'il est appelé. Donc, mais il a éliminé le Brésil. Oui, avec une petite main en 2016, bon, ça date. Ah oui, ça date un peu, exactement. Non, mais voilà. Mais la Padula, voilà, on avait dans le chat le message, il doit avoir le nez de Karabatic. Non, il a plus de nez. C'est ça, on a bien vu le nez tordu. Mais c'est un peu notre Rocky Balboa, vous savez, à la fin du match, quand il est complètement les yeux gonflés et il est heureux avec la victoire. Et c'est exactement ça. C'est ça. Et puis du coup, dans les rues de Lima, et vous voyez les maillots floquer la Padula. Au dernier match, j'ai vu des photos de l'avant-match autour du stade national avant Pérou-Équateur. Et c'est dingue, quoi. Il y a que le maillot avec le numéro 9, toujours le numéro 9, mais c'est plus Paolo, c'est la Padula. Donc il y a même des enfants qui... Alors du coup, pour la petite histoire, on le voit toujours avec quand même je sais pas comment on appelle ça, un masque en fait de visage, pour pas prendre plus de coups quand même. Et du coup, il y a des enfants qui ont reproduit ce masque, qui définit un peu ce joueur. Donc, c'est vraiment, il est rentré dans le cœur des Péruviens, des enfants, des jeunes. Donc voilà, c'est vrai que ça donne un petit peu le sourire au pays. Puis on espère, que ça serait beau que ce soit lui qui qualifie peut-être avec un de ses buts le Pérou. Bah écoute, on verra bien. Et pour répondre clairement à Nicrosport, c'est un peu ce que tu as expliqué aussi, Romain, dans ce petit portrait de la Padula. Est-ce qu'il s'est adapté au Pérou et à ses particularités? Alors physiquement, il a beaucoup donné, mais au final, il s'est adapté. Il est essentiel dans le 4-3-3 de Gareca, avec Cueva d'un côté et Carrillo de l'autre. Voilà, c'est le trio offensif péruvien. On se pose plus trop la question de Paolo. Bon, même si on sait que si Paolo revient, on lui déroule le tapis rouge, mais il a pris la place. Tu évoquais Ruiz-Díaz qui a galéré. Bon, la Padula, il s'est installé. Oui, c'est vrai qu'il s'est adapté super rapidement et je pense que son style de jeu en renard des surfaces convient parfaitement à l'animation offensive de Gareca, avec des joueurs très très rapides sur les côtés, que ce soit les ailiers ou les latéraux qui montent très rapidement, ou juste en dessous avec Cueva qui distribue, qui dribble un peu tout le monde pour distribuer devant. C'est parfait. Lui, il attend, il rôde il crée des espaces aussi, parce que même quand il marque pas, il attire les défenseurs vers lui. Il crée des espaces avec des faux mouvements, etc. Donc c'est ce qui manquait. Et pour le deuxième point, Paolo Guerrero, je pense que c'est vrai que malheureusement pour la Padula, s'il revient pour les prochains matchs, on verra ce qui va se passer, mais c'est vrai que Paolo tient toujours la corde à ses 38 ans. Exactement. Et tu évoquais le maillot de la Padula qui était bien porté maintenant au Pérou. Bah justement, on va y rester avec ce maillot péruvien, puisque ça va être notre partie culture foot de l'émission, avant de passer au but de la semaine. On va en parler de ce maillot, tiens, celui-là, ce maillot péruvien. C'est la version rouge que j'ai, c'est pas la version blanche, mais c'est la version rouge. On va parler de ce que... Exactement, Achaninka, de celui qui est décrit comme étant le plus beau maillot du monde. Justement, Romain, assez rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de ce maillot qui t'est si... Le message toujours encourageant de Baptiste dans le chat, que je ne lirai pas. Il y a des gens qui mériteraient des time-out, je vous le dis moi. Donc voilà, Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire du maillot péruvien, de ce fameux maillot à la bande rouge? Alors là, voilà, celui que je vous ai montré, c'est la bande blanche et c'est le négatif. C'était celui de la Coupe du Monde, celui-là, si vous voulez savoir. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, bah justement, enfin en plus ce maillot il a pas toujours été forcément il a pas toujours été comme ça, même si ça fait pas mal de temps. Au début en 1900, les Péruviens jouaient juste avec un maillot rouge contre les marins anglais qui débarquaient au port du Callao à côté de Lima. Donc c'était le rouge, donc le drapeau du Pérou, je vous le rappelle, c'est rouge et blanc, les deux couleurs. Mais après, en 1927, ils ont commencé à faire, du coup, comme le drapeau péruvien, donc des bandes rouges et blanches verticales. Donc, ils avaient joué avec celui-là en 1927 quelques matchs, mais il a été utilisé par un pays voisin très connu qui est le Paraguay. Donc, il y avait déjà déposé leur code couleur, en gros, en somme, leur design. Donc, le Pérou a abandonné rapidement ce maillot pour jouer avec un maillot blanc, entièrement blanc, avec un petit col, enfin des touches de rouge sur les cols et sur les manches pour la Coupe du Monde 1930. Et ensuite en Vas-y. 1935, donc pour le Sudamericano, donc Sudamericano, je vous le rappelle, c'est l'ancêtre de la Copa América. Ils jouaient avec une bande, ils ont commencé à un maillot blanc avec une bande rouge, mais cette fois-ci horizontale. Mais bon, ils étaient pas très convaincus. Hein. C'est vrai que c'était pas terrible comme design. Et, heureusement que c'est pas resté. Et du coup, c'est un an après, donc en 1936, pour les Jeux Olympiques en Allemagne, qu'est apparu ce mythique maillot blanc avec une bande rouge, donc une frange, donc une diagonale qui traverse le maillot. Et du coup, ça a été un succès parce qu'ils ont, enfin, en 1938, le Pérou a très bien joué, jusqu'à malheureusement, on va dire, battre l'Autriche, qui était l'équipe de Adolf Hitler, qui a pas été très content. Donc bon, il y a toute cette polémique Ouais, il y a qui tout est ce mythe détaillée sur Hitler et l'Autriche. Ouais. voilà, donc sur Lucarne opposée, évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces histoires. Mais du coup, le maillot est resté et il est encore plus entré dans la légende vraiment en 1939 où le Pérou décroche son premier titre qui est le Sudamericano. Donc là, forcément, on s'attache à des symboles hein, après des victoires, après des titres. On commence à avoir de l'émotion qui est véhiculée à travers ce maillot. Donc il est vraiment définitivement rentré dans l'histoire du Pérou et il est toujours depuis ce jour-là, enfin il a toujours été utilisé de la sorte. Enfin, on est bien content en tout cas que depuis ce jour-là il est pas bougé. Et, Et en fait, il y a parce qu'il y a la fameuse question, je l'ai vu passer, hein, c'est le même maillot que River. On n'en sait rien en fait, hein, d'où vient l'inspiration de cette bande diagonale pour le Pérou. On n'en sait rien. Non, pas vraiment, pas vraiment. Même si peut-être qu'ils ont été inspirés par, c'est possible hein, qu'ils aient été inspirés par River Plate, parce que je crois qu'ils l'utilisaient bien Oui, avant, en bien avant, ouais. 1936. Mais bon, il faut savoir qu'aussi à l'époque, on n'avait pas les images comme ça d'autres équipes. Enfin, au Pérou, on savait peut-être même pas ce qui se passait en Argentine. Donc, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il peut y avoir quelqu'un qui s'est dit, tiens, j'ai vu ça quelque part, mais c'était pas aussi flagrant que maintenant, disons. Et voilà le deuxième maillot péruvien de la soirée présenté par Jordan. Lui aussi, t'as la version rouge. Ouais, pas mal. C'est vrai que ça rend bien aussi en rouge. Parce Ah que c'est voilà vrai la qu'ils version ont. blanche, la voici. Ah ben ça c'est Coupe du Monde 2018 aussi, mais c'est la version blanche. Voilà, vous avez la version blanche du maillot péruvien, celui qui a été Romain décrété comme étant, je pense que c'est surtout celui des années 70, le plus beau Ouais, maillot du monde. Hein. voilà, c'est ça. Ouais, il y a eu plusieurs médias étrangers, hein, pas seulement péruviens, sinon ça serait trop facile, mais d'autres médias hein, aux États-Unis, enfin en Amérique du Sud, qui parlaient vraiment du plus beau maillot du monde. Il y a des traces écrites qui existent, mais justement pour les coupes du monde 70. Notamment, ils avaient sélectionné le maillot du Pérou et également en 1978, qui reste des maillots très classiques. Et c'est surtout la première fois qu'il était télévisé, en tout cas en 1970, même si c'était en noir et blanc à Non, c'est l'époque. couleur, c'est couleur. C'est couleur déjà 70? Ouais. Ah bon, bah voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça a aidé aussi mais même en France, on entend parfois des personnes qui ont connu ces Coupes du Monde. Bon, je m'inclus pas dedans, mais les personnes qui ont connu ces Coupes du Monde qui se rappellent très bien, en tout cas, de ce maillot blanc. Surtout qu'il avait disparu pendant 36 ans. On voyait pas le Pérou aux Coupes du Monde. Donc,
En 2018, on parlait beaucoup de ce maillot encore, qu'on voyait, enfin, pour ceux qui ont connu le mondial en Russie, qui ont eu la chance d'être en Russie, ils ont dû voir, on les voyait aussi à la télévision, hein, ces déferlantes de supporters avec le maillot. Ouais, parce qu'alors ça, par exemple, et après on va passer à la suite avec Nico, et ça, Jordan peut en témoigner avec la Copa América, les Péruviens, quand ils débarquent, pareil, c'est vrai. C'est comme les Colombiens, hein. C'est-à-dire qu'ils ont tous le maillot, et on a fait la finale de Copa América au Maracana, le Brésil-Pérou, l'avant-match avec les Péruviens, c'était quelque chose. Exceptionnel, j'ai encore les vidéos, hein. D'ailleurs, c'est un truc de fou. Franchement, ils mettent l'ambiance de fou, de très bons souvenirs avec les Péruviens. Après, c'est l'avantage quand on a un seul maillot depuis 50 ans, c'est que tout le monde a le même, quoi. En Argentine, c'est plus compliqué. En fait, il y a quelques versions différentes. Mais il faut savoir qu'aussi, en fait, au Pérou, le maillot, il est rentré, enfin, c'est devenu un symbole au même titre que l'hymne national ou le drapeau. C'est vraiment quelque chose qui représente le pays. Ça va au-delà du football. Et on peut voir dans des manifestations politiques, même des candidats politiques qui vont utiliser le maillot comme vraiment un symbole d'unité nationale. Donc c'est devenu vraiment voilà, comme un symbole, comme l'hymne ou le drapeau, quoi. C'est pour vous dire la place qu'a maintenant ce maillot dans le pays. Un symbole de l'identité nationale. Vas-y, Nico. Bah ouais, justement, on va enchaîner avec le top but un petit peu sauce Hello, donc ce qu'on a appelé nous le Golazo Hello. Et il me semble que le championnat péruvien a repris, donc je sais pas s'il y aura le beau maillot du Sporting Cristal, mais je ne sais pas. Menteur, tu sais ce qu'il y a dedans. En tout cas, voilà, le lundi soir désormais, vous avez le droit à ce petit cadeau, un petit top but de la maison Hello. 4 buts qui ont été sélectionnés par la rédaction de Lucarno Posé. On a choisi ces 4 buts-là. Vous allez pouvoir aller voter sur Twitter. On va lancer le sondage à la fin de cette émission. On vous remettra les buts dans les commentaires, enfin dans un thread, dans un thread comme dirait Farouk. Voilà, 4 buts. Vous allez pouvoir voter. Vous avez une semaine pour voter. Vous avez vu que voilà, il y a du choix. On fera la petite bise à Talisca. Hein. Je sais pas si tu as repéré qui a fait la passe décisive, Nico, pour Talisca. C'est un garçon qu'on connaît bien et que les supporters de Boca n'aiment pas trop. Mais c'était Pity Martinez. Tu l'as peut-être pas vu, mais c'était Pity Martinez. Voilà, vous avez donc une semaine pour aller voter. Vous pouvez en profiter pour utiliser le hashtag GolazoHello pour justement pour nous en proposer. N'hésitez pas. Et puis on fera le petit choix. Lundi prochain, il y en aura un autre. Et puis au bout de 4 émissions, on aura 4 Golazo et on vous demandera de voter pour le Golazo du mois. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous allez pouvoir trouver tout ça sur notre Twitter. Vous aurez une semaine pour voter. Voilà pour le GolazoHello. On va conclure cette émission, Nico, avec quelques petits rendez-vous peut-être pour la semaine qui nous attend. Ouais, déjà ce week-end, on a déjà un petit rendez-vous pour ce qui me concerne en tout cas en Argentine avec la reprise de la Copa de la Liga. Donc on devrait avoir de quoi garnir le GolazoHello avec un petit Boca Colón dimanche soir qui devrait faire du bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, il y aura un papier dans les jours à venir pour présenter la nouvelle saison en Argentine sur le site de Lucarno Posé. Donc si ça vous intéresse, foncez. Et donc le football reprend enfin en Argentine et vu le mercato proposé par les géants, mais pas que, il y a de quoi être intéressé par cette compétition. Je crois que tu avais aussi c'est Monterrey s'est fait sortir, donc il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Ouais, exactement, on est en Coupe du Monde des clubs. Alors ça sera ce mardi. Pour la première demi-finale entre Palmeiras et Al-Ahly. On attendait plus ou moins les Rayados. On rappelle que l'année dernière, Tigres avec Gignac était allé en finale face au Bayern. Que les Rayados auraient bien aimé en faire au moins autant, et ben voilà, ils se font bien charger au Mexique. Ça va un petit peu dans l'ensemble avec tout ce qui se passe au Mexique ces derniers temps. On aura le temps d'en reparler. Mais donc Coupe du Monde des clubs, Palmeiras Al-Ahly ce mardi à 17h30. De l'autre côté, Al Hilal, le monstre asiatique face à Chelsea.
On aimerait bien les voir bousculer Chelsea. J'ai du mal à y croire, mais j'espère que je vais déclencher l'effet Hello. Ouais, on en profite pour faire la bise à la Espiré qui a marqué son but. Et en fait, pour dire les choses, on espère que Al-Ali va taper Palmeiras parce qu'alors, voilà, Palmeiras, on n'en peut plus. Il faut dire les choses. Palmeiras, on n'en peut plus sur le carnet opposé. On n'en peut plus de cette équipe. Et donc voilà, les demi-finales mardi et mercredi. Le match pour la 3e place, ça sera samedi en avant-match, justement, en levée de rideau de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça fait partie donc des rendez-vous de la semaine. Et évidemment, il y a plusieurs de nos championnats qui ont repris. Vas-y, Nico. Et ouais, j'ajoute juste qu'il y a quand même une petite compétition qui reprend, la Libertadores, avec les tours préliminaires qui commencent cette semaine. Donc on va tout doucement monter en pression, mais je pense que cette édition de Libertadores, ça peut envoyer du lourd, et espérons ne plus avoir une Coupe du Brésil dans le dernier carré, avoir une vraie compétition, au moins avec les Argentins, si les autres figurants du continent ne veulent pas participer. Et la bise à tous les autres membres de la rédaction du carnet opposé de la zone Amérique du Sud. Vous savez quoi, on va en rester là-dessus sur cette émission. On va pouvoir tous se mettre sur la tronche tranquillement dans la rédac. Ça va être sympa, ça va être animé. Après, c'est vrai que pour échapper à une Coupe du Brésil, ça va être assez compliqué. Et comme tu l'as dit, on compte pas mal quand même sur notamment Boca et River pour les Argentins. À voir la Libertadores, suivez-nous parce que voilà, on n'a pas de planning encore complètement fait parce que c'est difficile de jongler avec les emplois du temps. On va voir comment on peut s'organiser pour certains lives. Et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous saurez. On va en rester là pour cette toute première du 9-10. On va remercier Jordan d'avoir été avec nous, en fait, t'es notre parrain finalement, c'est incroyable. Un grand merci à vous. Désolé pour la cam elle pouvait plus tenir là. Elle était à 2 doigts de lâcher, donc fallait que ça s'arrête. C'est parce que tu m'as chambré avant le live, ça. Ouais. Effet Hello. C'est vrai. C'est le karma. En tout cas, un grand merci pour l'invitation, et puis à très vite, j'espère. Nico et toute la team Hello pour de nouvelles aventures à l'avenir. Ouais, ça marche. Et bah écoute, en tout cas, je le rappelle, allez suivre Jordan sur Twitch, suivez-le aussi sur Twitter et tout. Suivez-nous aussi. Vous avez nos comptes de réseaux sociaux qui sont juste au-dessus de ma tête. Voilà, suivez-nous pour Lucarne Opposé. Suivez les gens de la rédaction. Je vais pas tous les lister. Il y avait Romain. Alors, j'ai pas vos hâtes dans la tête. Vous avez Cancha Argentina, c'est facile. Romain, c'est la Blanqueroja FR. Antoine, c'est A-League Men. Je crois que tu as changé le hâte. Antoine, si tu m'entends encore, je sais plus quel est le hâte. Ouais, non, c'est A-Leagues avec un S à la fin. FR. Voilà. A-Leagues avec un S à la fin. Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous sur Discord, suivez-nous sur nos plateformes, etc. Merci à tous d'avoir été nombreux dans le chat, d'avoir été avec nous pour cette toute première. Et on vous donne donc rendez-vous lundi prochain. Merci à tous et bonne soirée et bonne semaine de foot.